BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est ici, dans l'univers des cryptos et des blockchains. Les acteurs des cryptos jouent ici à domicile, dans les pros des cryptos, et on accueille comme chaque vendredi nos talents non fongibles. Nos talents rien qu'à nous, nos NFT des pros des cryptos. Claire Balva nous rejoint, elle est VP Stratégie pour Desblocs et elle nous accompagne chaque semaine. Bonjour Claire, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Owen Simonin aussi nous accompagne cette semaine, fondateur de la chaîne YouTube Hasher, avec un H au début. Il est aussi à la tête de Meria. Bonjour Owen et bienvenue. Vous avez tous les deux bravé les embouteillages parisiens. Ça commence à devenir compliqué dans Paris, il y a quelques jours maintenant des Jeux Olympiques. Dans un instant, on va parcourir toutes les actus de cette semaine crypto. Mais d'abord, Vincent Gane est aussi sur le pont en cette deuxième quinzaine de juillet. Il ne s'arrête jamais. Vincent Gane est analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, ravi de vous retrouver pour la Vincent. dernière Oui, le Bitcoin ne s'arrête jamais non plus Vincent. Vous le savez, le cours du Bitcoin qui est en reprise haussière depuis le début du mois de juillet. Est-ce qu'il a enfin terminé cette phase de pause qu'on avait vu commencer depuis le mois de mars ? Oui, effectivement, il y a une reprise assez significative de 55 000 à 65 000 $. Il y a eu en juin une purge sous les 60 000 $. Beaucoup maintenant se disent qu'on a enfin terminé cette pause qui avait commencé mi-mars lorsqu'on avait atteint le record historique. Alors sur le plan technique, pour vous répondre, on a une structure de renversement haussier qui est assez aboutie, qui est assez standard, qui a été précédée de divergences haussières, prix, momentum, sentiment, participation, des résistances intermédiaires ont été franchies. En revanche, moi j'estime qu'il faut encore dépasser 65 000 $, donc un peu de patience pour vraiment donner le start d'un redémarrage vers le record historique. Après que les auditeurs se rassurent, le plus dur est fait. Nous avons devant nous la saisonnalité archi favorable pour Bitcoin, même si même si le mois d'août reste volatile, nous allons bientôt rentrer dans cette phase dite de bull run. Elle sera au plus tard pour l'automne, et donc moi, ma conviction c'est que vous prenez le prix de Bitcoin aujourd'hui, vous prenez le prix à Noël, le prix à Noël sera largement supérieur. Petit doute quand même à court terme, simplement il y a un gap sur le contrat futur vers les 60 000 $, 58-60 000 qui peut éventuellement être comblé, encore j'en suis pas certain. Il faut faire sauter ces 65 000 $ maintenant pour remonter vers le record historique. Mais en tout cas, voilà, le meilleur est vraiment devant nous en termes de saisonnalité, et c'est le moment d'avoir un portefeuille crypto bien garni, mon cher Guillaume. Bon, Vincent, vous avez la pression, parce qu'effectivement, c'est la dernière des pros des cryptos pour cette saison. Donc, des gens pourront vous écouter, tomber sur vos propos là durant l'été. Ouais. Et ils auront la réponse, ils auront la clé. Ils vous entendront peut-être, alors que le Bitcoin, sait-on jamais, aura baissé, peut-être dire, mais Bitcoin va monter. Et là, ils vont peut-être se dire, Vincent Gane, mi-juillet, il était un peu trop optimiste. Vous le savez, vous avez la pression. C'est que faisons les comptes à Noël. Je suis très confiant pour la fin d'année. Juillet-août peut être volatile, mais vraiment très confiant pour la suite. La saisonnalité crypto entre vraiment dans sa période favorable. Vincent Gane, à qui on souhaite un excellent été de surf. Vous êtes surfeur, c'est ça Vincent. Voilà. Vous surfez aussi bien les cours des cryptos que effectivement les vagues. Bon été Vincent, merci de nous accompagner, et on vous retrouvera bien sûr à la rentrée avec beaucoup de plaisir. On va parcourir donc l'actualité crypto de ce tout début d'été, anticiper aussi l'avenir des cryptos, vous offrir des perspectives. On va d'abord parler des ETF Ethereum, peut-être à venir. Ce mardi 23 juillet, les premiers ETF pourraient être lancés. En tout cas, c'est ce qui se dit beaucoup dans l'écosystème. On va en parler bien sûr. On parlera aussi du Bitcoin pro-Trump, le Bitcoin ou pas. On sait que Donald Trump désormais aime bien les cryptos, mais est-ce que le monde crypto aime Donald Trump ? On a vu le Bitcoin beaucoup progresser, alors que la probabilité d'une élection de Donald Trump a progressé elle aussi ces derniers jours. On va en parler. Et puis, stablecoins et Forex, main dans la main. Monerium va devenir le premier acteur crypto à accéder au marché Forex. Les actifs les plus tradés au monde deviendraient donc accessibles à la finance décentralisée. C'est les pros des cryptos, votre machine à refaire l'actu de la semaine. Elle s'enclenche. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Nos pros sont là en ce vendredi 19 juillet. Owen Simonin, salut Owen. Bonjour. À la tête de Meria. Hasher, votre nom de scène sur les réseaux sociaux, Owen. Vous avez mis combien de temps pour traverser Paris là ? 1h30. 1h30 depuis le centre de Paris, on n'est pas Premier trop loin. arrondissement. Claire, vous avez mis combien de temps pour arriver ? 45-50 minutes. Ouais, ça va. Vous venez de très loin, non, ça va, non, de la banlieue. Bon, ah, vous êtes venu de banlieue. Ouais. Ah oui. Ben voilà, vous franchissez le périph' alors. Ça va ? Ça va, on se porte bien. Bon. Ouais. On est ravis de vous accueillir tous les deux. Bienvenue dans Paris où c'est très compliqué de circuler, donc on vous remercie d'autant plus d'avoir réussi à arriver à l'heure pour ces pros des cryptos. On va démarrer justement à l'heure de l'actualité et peut-être à l'heure des premiers ETF Ethereum Spot, peut-être à venir mardi prochain. C'est ce qu'on suppose. En tout cas, d'après un document interne de la SEC, ce serait pour mardi prochain, le mardi 23 juillet, Claire.
Voilà, ça fait plusieurs fois que c'est repoussé, qu'on croit que ça va être mardi prochain, et que finalement, à chaque fois, c'est décalé d'une semaine. Bon, on espère que cette fois, c'est la bonne, puisque les derniers documents ont été soumis, ont été même validés pour certains ETF. Donc, on devrait voir des ETF Ether arriver la semaine prochaine. C'est une grande nouvelle, forcément, pour l'Ether, qui attendait depuis un petit moment. Alors, certains commencent à faire des prédictions de hausse de prix. Forcément, puisqu'on a vu les ETF Bitcoin faire monter très largement le prix du Bitcoin. Donc, on s'attend à peu près à la même chose pour l'Ether. Mais encore une fois, il faut rester prudent. C'est pas parce que ça a été le cas sur Bitcoin que ce sera nécessairement le cas sur l'Ether. J'ai vu que le CIO de Bitwise avait commencé à faire des prédictions en disant que l'Ether pourrait passer au-dessus de $5,000, par exemple, avec l'arrivée des ETF Ether. Bon, tout ça reste quand même assez incertain. On attend de voir surtout l'arrivée de ces ETF en plein été, ce qui n'est pas forcément une période extrêmement propice pour l'investissement. Je pense qu'on aura plutôt l'occasion de commenter les résultats de ces ETF à la rentrée. Avec des frais qu'il va falloir regarder très très près aussi. Grayscale, Owen annonce des frais de 2,5% pour son ETF Ethereum Spot. C'est beaucoup, 2,5%? Non seulement c'est beaucoup, mais c'est aussi ce qui fait que c'est l'ETF qui perd le plus de valeur depuis son listing. Ils avaient déjà une certaine liquidité puisqu'ils avaient déjà un produit sur Bitcoin avant les ETF spot et naturellement à un peu plus de 2%, beaucoup de gens sortent de chez Grayscale. Ça fait un petit peu polémique parce que Grayscale joue une position qui est très simple. Déjà, c'est une grosse part de leurs revenus. Aujourd'hui, ça doit représenter à peu près $500 millions par an. Donc, naturellement, la moindre petite réduction, c'est un effort financier colossal pour eux. Ensuite, les clients se sentent un peu coincés parce qu'il y a des considérations fiscales également quand on change sa position et qu'on quitte un produit financier pour aller vers un autre. Et donc, ils partent du fait que les clients ne peuvent pas sortir de leur produit pour aller se repositionner sur un autre ETF spot Bitcoin où les frais sont de 0,3 ou 0,4%. Et c'est également un pari sur leur notoriété et leur expertise crypto depuis toujours. Le souci qu'il peut y avoir, c'est que la communauté crypto, bien qu'elle soit bien différente des investisseurs institutionnels, à partir du moment où on a ce sentiment de le provider de la solution et de l'investissement que j'ai part du fait que je suis coincé et que je ne peux pas partir pour des raisons fiscales, dès que j'en aurai l'occasion, je partirai. Aujourd'hui, depuis le listing des ETF spot, Grayscale enregistre la plus grosse perte. Et beaucoup de gens sortent naturellement sans trop de surprise, d'ailleurs les équipes s'y attendaient, de leur ETF spot pour se repositionner ailleurs. Et donc ils espèrent qu'à un moment ça se stabilise, mais c'est sûr qu'à 2% de frais, c'est trop important. Et quand il y a d'autres ETF à côté qui proposent le même produit, littéralement à 0,3 ou 0,4, il y a des repositionnements qui se font et on devrait voir l'AUM de Grayscale continuer à baisser sur le GBTC. C'est l'avantage de la concurrence. La concurrence, ça permet quand même ça à chacun de faire ses choix et effectivement peut-être d'améliorer. En tout cas, Grayscale en mauvaise position du point de vue des frais, c'est ce que vous nous expliquez, c'est ce que vous avez vu et observé ces derniers jours. Les cryptos, ce sont des innovations. On le vit chaque semaine dans les pros des cryptos. Et là, on en a peut-être une importante à venir. Pour la première fois, un émetteur régulé de stablecoin va proposer à ses clients un accès réglementé au Forex. Une première potentiellement importante, Claire. Oui, potentiellement importante, mais c'est surtout un signal de plus quant à l'hybridation entre la finance traditionnelle et le monde crypto. Là, on parle de Monerium, qui est une entreprise islandaise qui a la particularité d'émettre plusieurs stablecoins dollars, euros, un sur le pound britannique aussi. C'est des petits stablecoins, donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça reste des volumes qui sont tout à fait... Vraiment très faible par rapport aux stablecoins habituels. Leur stablecoin euro a une capitalisation de 15 millions d'euros, ce qui est tout petit par rapport aux grands stablecoins dollars comme l'USDC et l'USDT. Mais ce qui est intéressant ici avec cette action, c'est que les utilisateurs de ces stablecoins auront accès à la liquidité et au taux très avantageux du Forex. Donc cette hybridation que Monerium va proposer, parce qu'ils ont les licences réglementaires qui leur permettent d'y avoir accès, va leur donner une sorte d'avantage compétitif sur leur stablecoin, et ça va surtout être intéressant d'observer ça avec l'arrivée de Mika qui est en train de rebattre les cartes sur le marché des stablecoins en Europe, puisque l'USDT va progressivement être délisté des plateformes, qu'il y a peut-être des stablecoins euros qui vont arriver aussi de plus en plus. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus d'acteurs proposer ce type de fonctionnalité et surtout proposer des stablecoins alternatifs aux stablecoins dollars de plus en plus intéressants. Effectivement, et la finance décentralisée va se connecter à l'infini. Les liquidités sur le marché Forex sont gigantesques. C'est le plus grand marché du monde, largement devant le marché actions, largement devant le marché des matières premières également. Bon, on va suivre ça en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois. On est à 100 jours ce vendredi, 109 jours de la présidentielle américaine. Ouais, on passe. Ce sera le 5 novembre, la présidentielle américaine. Et on a vu Bitcoin s'envoler ces derniers jours quand Donald Trump est sorti vivant de cette tentative d'assassinat le week-end dernier. Le Bitcoin a réagi à la hausse. Mais pour être honnête,
Enfin, à titre personnel, j'ai pas forcément compris pourquoi Bitcoin progressait dans la mesure où le programme de Donald Trump, oui, il dit qu'il est pro-Bitcoin, très bien, mais son programme sur le fond économique, plutôt inflationniste, donc pas de nature à encourager des baisses de taux de la Fed, donc je me suis dit, ça va pas faire les affaires du Bitcoin. Et pourtant, le Bitcoin a progressé. Comment est-ce que vous l'expliquez, Claire ? Ou Owen d'ailleurs, qui se lance, Owen. Globalement, ce qui est délicat, c'est que c'est un mood en fait, qui est très clairement interprété par le marché. Quand on dézoome un petit peu, on avait la Security Exchange Commission qui était fermement contre les crypto-monnaies. Donc, pour tout le monde, les États-Unis étaient positionnés contre les crypto-monnaies. Et lors d'un revirement de situation et les élections américaines qui se profilaient, on avait un nouveau président qui pourrait potentiellement remplacer la présidentielle actuelle et qui, lui, était beaucoup plus pour les crypto-monnaies et pour son développement. Alors, la Fed a naturellement un impact sur les marchés financiers de par son taux d'intérêt directeur. Et donc, naturellement, il y a de la liquidité qui peut venir, mais également sortir du marché des crypto-monnaies. C'est vrai. Mais des fois, ça n'a pas d'impact direct sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça a affecté à la baisse le Bitcoin quand les taux ont commencé à monter. Parce que les investisseurs prennent moins de risques. Pourquoi aller sur Bitcoin quand on peut avoir 6% en faisant dormir son argent à la banque sans trop de risques ? À l'inverse, on s'attend à ce que quand il baisse, s'il baisse, on devrait avoir de l'argent frais qui va arriver sur les marchés et qui devrait pousser Bitcoin dans ce sens-là. Est-ce qu'on en est certain ? Non. Est-ce que c'est momentané ? Oui, en tout cas ça l'a été. Donc on ne peut pas avoir de certitude. Tout ce que l'on sait, c'est que là où les États-Unis, qui est évidemment un pays stratégique dans le monde entier et qui est regardé par le monde de la finance, était fermement contre les crypto-monnaies. On sent que ça change naturellement dans les derniers mois et on voit également une nouvelle position, que ce soit avec Donald Trump, mais également certaines personnalités du gouvernement qu'il veut mettre en place, qui sont positionnées pour un développement des actifs numériques et des fois même des phrases un petit peu folles comme « l'avenir des crypto-monnaies doit se faire sur le sol américain ». Évidemment, ça crée une tendance et ça laisse sous-entendre qu'il y aurait du soutien aux crypto-monnaies. Vous le jugez sincère dans sa conversion au Bitcoin, Donald Trump ? Claire. Personne n'est dans la tête de Donald Trump. Ouais. C'est très dur de le savoir. Ce serait difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas au moins une part, même petite, de pragmatisme dans ses propos, parce que ça reste un politicien en campagne. Et donc forcément, il regarde aussi ce que pensent ses électeurs. S'il y a un gros pourcentage d'Américains qui ont des cryptos, voilà, ça peut être dans son intérêt d'être pro-Bitcoin, d'être pro-crypto. Maintenant, c'est aussi possible qu'il ait un avis personnel favorable aux cryptos. Mais c'est vrai qu'il faut bien voir qu'il n'a pas forcément creusé énormément le sujet crypto. C'est-à-dire qu'il peut être favorable à la liberté d'échange, comme il est favorable en général à cette valeur de liberté économique aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être favorable à la vie privée, à la décentralisation, à toutes ces choses-là, d'ailleurs, qui ont été pointées dans une tribune de Vitalik Buterin récemment. Et on sent d'ailleurs que ça divise aussi le monde crypto. Aujourd'hui, vous avez des personnalités dans le monde crypto qui se mettent à soutenir beaucoup plus ouvertement Donald Trump parce qu'il a eu des positions pro-crypto, voire même qui organisent carrément des collectes pour soutenir financièrement sa campagne. Et du coup, en réaction, on a d'autres personnes qui sont probablement politiquement plus réticentes aux républicains aux États-Unis et qui prennent position en écrivant des tribunes, en écrivant des articles, en disant attention, c'est pas parce que Trump fait ce genre de déclaration qu'il est véritablement pro-crypto, qu'il partage nos valeurs et que son programme sera appliqué en plus ensuite. Oui, Donald Trump, qui doit s'exprimer sur le sujet d'ailleurs, peut-être en dire plus à Nashville, ce sera le 25 juillet, Nashville, où se tiendra à ce moment-là donc une grande conférence justement consacrée aux cryptos et à laquelle il doit participer. C'est une grosse conférence aux cryptos, donc là pour le coup il ne pourra pas dire de bêtises, où il va très très vite, l'imposteur sera démasqué à ce moment-là, donc je pense qu'il aura bien fait ses devoirs avant cette prise de parole. Ça voudra dire beaucoup, parce que là je pense qu'il prendra des engagements un petit peu plus factuels, que l'on va pouvoir monitorer et que la communauté crypto va attendre, et donc pourra émettre un mécontentement si jamais il ne suit pas ses promesses, mais aussi parce que Nashville, c'est un endroit où il va y avoir une grosse conférence crypto. Il y a pas mal d'entreprises qui s'y rendent pour faire des annonces, et donc avoir le président ou potentiel président, si jamais il gagne cette élection, puisque évidemment, avec cette tentative d'assassinat, il y a également dans les statistiques, il a également pris beaucoup d'avance, oui. Ce qui a un petit peu poussé le marché crypto, parce que et puis ça crée le dialogue, ça crée le discours, ça fait du bruit sur les réseaux sociaux. Oui. Ça plaît à une grosse partie de la communauté crypto. Je ne vais pas viser le plus gros tribunal du monde, mais Twitter adore. Et naturellement, Twitter, Elon Musk qui très récemment s'est positionné et propose également un soutien à la campagne de Donald Trump. Dont le vice-président s'appelle le colistier de Donald Trump. Et si Donald Trump était élu, ce sera le vice-président des États-Unis. Il s'appelle James David Vance. Voilà, son nom a été dévoilé, annoncé cette semaine. Donc James David Vance pourrait devenir le futur vice-président si Donald Trump était élu. Est-ce qu'il offre un profil
plus convaincant, plus pro-crypto, plus profondément et depuis plus longtemps pro-crypto. Totalement. Il en détient, il a lui-même dit avoir plusieurs centaines de milliers de dollars de crypto, donc il est convaincu par les actifs. En plus de ça, c'est un soutien législatif, puisqu'il a toujours été pour, et que ce soit dans les crypto-monnaies et certaines technologies d'ailleurs. C'est cohérent avec le reste de ce qu'il voudrait apporter en politique, et de la même façon, il s'est déjà levé, et il a déjà fait des levées de boucliers contre certaines façons de déclarer ces taxes en crypto qui étaient encore trop laborieuses, et qui étaient contre l'innovation et contre cette technologie. Pour le coup, en l'occurrence, contrairement à un revirement de dernière minute de Donald Trump qui depuis quelques mois adore le Bitcoin profondément, à tel point que des fois ce n'est pas raisonnable, pour le coup, en l'occurrence, son vice-président, lui, est positionné et connu pour être un soutien de la crypto-monnaie et de la tech depuis plus longtemps. Bon, on voit qu'en pleine campagne électorale américaine, il fait bon être pro-crypto. Et l'industrie crypto, pour qui l'industrie crypto américaine fait-elle campagne? Les républicains ou les démocrates, Claire? Je le disais tout à l'heure, ça divise en fait le monde crypto. Et c'est vrai que l'industrie crypto, en fait, déjà, elle n'est pas homogène, mais si on est assez réaliste, on peut se dire que c'est une industrie qui est pragmatique, c'est-à-dire qu'elle va soutenir le candidat qui va avoir des positions pro-crypto, globalement, quel qu'il soit. Donc c'est vrai que jusqu'ici, Donald Trump a été un peu plus franc dans ses positions, mais pour autant, on a aussi certaines voix qui s'élèvent en disant... Il ne faut pas faire confiance à Donald Trump parce que, en gros, c'est que de la com. Je pense notamment au patron de BitMEX, par exemple, qui a pris la parole cette semaine pour dire finalement qu'il vaudrait mieux aller s'attaquer tout de suite aux lois qui sont en train d'être faites par les démocrates au pouvoir et essayer d'obtenir le plus de choses avant l'élection. Parce qu'une fois que Donald Trump est élu, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que potentiellement, il va faire plein de promesses, mais tout ça restera lettre morte et ne sera que du passé une fois qu'il sera élu. Donc, voilà, il y a une partie de l'industrie qui est forcément pro-Trump parce qu'il a des positions pro-crypto. Il y en a une autre qui est beaucoup plus sceptique sur les promesses qui peuvent être réalisées ou non. Et il y a une réalité, pro-crypto ou non, ça ne suffit pas pour choisir son président non plus, normalement. Enfin, on est censé prendre un petit peu de recul et évidemment, si on vit crypto, qu'on ne fait que ça fait pencher la balance, mais je pense qu'il y a d'autres réflexions qui devraient arriver. Il y a un monde au-delà des cryptos, vous voulez dire? Mais c'est un truc de fou, les gens ont du mal à le concevoir parfois, mais totalement. Tiens, Elon Musk, on en parlait. Alors, Elon Musk est à fond pour Donald Trump. Vous disiez, Owen, il compte apporter à la campagne de Donald Trump 45 millions de dollars par mois. Ah bah il fait pas les choses à moitié. Ah bah non. Pour des raisons crypto aussi. Enfin, oui, il est toujours aussi pro-crypto, Elon Musk. Pour lui, il n'y a pas que ça. Il y a également certaines valeurs portées par les cryptos, comme par exemple la liberté d'expression, qui elle est entre guillemets synonyme de crypto-monnaie, puisque la crypto c'est contre la censure. Et rappelons que Elon Musk a il a racheté Twitter et s'est positionné sur Twitter, qui s'appelle maintenant X, pour ça. Et donc, naturellement, ça fait du bruit, parce que ça parle à une partie de la communauté, ça amplifie encore plus ce mouvement, ça croise le côté politique et crypto, comme on le disait il y a quelques mois sur ce plateau, on savait que ça allait se politiser et que ça allait devenir au cœur du débat. Effectivement, parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, il semble que si vous dites que vous êtes pro-crypto, ça vous apporte, ça vous amène plus de voix que ça ne vous en enlève. C'est peut-être pas encore le cas en Europe. Mais aux États-Unis, il semble que cette bascule était faite, et les démocrates aussi ont largement assoupli récemment leur discours vis-à-vis des cryptos. On parle beaucoup là de Donald Trump, parce que bien sûr, depuis une semaine, il y a une vibe Donald Trump, mais il faudra suivre quand même ce que deviendra la candidature de Joe Biden aussi. L'objet de la question crypto qui claque, il faut qu'on vous en parle. Larry Fink, qui semble de plus en plus convaincu par Bitcoin, lui aussi, s'est exprimé sur le sujet cette semaine sous forme d'un nouveau mea culpa. C'est donc notre question qui claque. Sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, notre fil XBFM Crypto. Claire et Owen, êtes-vous prêts à répondre? Ils sont prêts. La question de la semaine, Larry Fink, donc le patron de BlackRock, qui défend désormais les cryptos et de plus en plus. Pour vous, cette conversion de Larry Fink est-elle sincère ou le fait-il pour vendre ses produits? Elle est simple, la question. Mais la réponse l'est-elle autant? Vous avez chacun 1-2 secondes pour réfléchir. Vous tous, vous pouvez aussi bien sûr participer, la question reste ouverte et laissez-nous aussi vos arguments en commentaire, on essaie chaque semaine de rebondir dessus. Larry Fink s'est-il converti au crypto par sincérité ou par pragmatisme commercial? Claire? Par pragmatisme. Par pragmatisme. Owen? Sincérité, je pense. Ah, 2 avis tranchés, vous avez peut-être un avis aussi tranché que nos experts, n'hésitez pas donc vous aussi à participer. C'est la question crypto qui claque, elle reviendra à la rentrée, bien évidemment. Franchement, Claire, vous êtes désenchantée à ce point. Le patron de BlackRock ne peut pas se convertir sincèrement au crypto? Je pense qu'il est sincère quand il dit que désormais il y croit. Mais je pense qu'il y croit parce qu'il a des choses à vendre.
Et je pense que s'il n'avait pas eu une demande commerciale pour ces produits financiers, il n'aurait pas fait l'effort de changer d'avis. En fait, je pense que sa position, c'est un peu la même que celle que j'ai vue dans un certain nombre de banques françaises, par exemple. C'est-à-dire qu'elles étaient anti-crypto au moment où c'était intéressant d'être anti-crypto parce que ça nuisait à leur réputation. Et désormais, elles sont en train de changer parce qu'elles ont plein de clients qui viennent les voir pour leur dire en fait, les cryptos, c'est vachement intéressant. Donc il y a effectivement un changement d'avis. Je ne pense pas que Larry Fink soit dans son canapé en se disant ah là, vraiment, c'est nul les cryptos, mais bon, je vais raconter aux médias que c'est bien pour vendre mes produits. Non, je pense qu'il a changé d'avis. Mais je pense que son changement d'avis n'est pas purement théorique et intellectuel. Oui. Il y a évidemment du vrai dans cette réponse, c'est-à-dire que ne serait-ce que par justement pragmatisme vis-à-vis de son produit, il peut pas être contre. On ne vend pas un produit en expliquant à quel point il est mauvais. Oui, mais il peut le vendre sans être sincère. Vous pensez qu'il est sincère? Il peut ne pas être sincère. Ça, c'est vrai. Par contre, ce que je pense réellement, c'est que ça reste quand même quelqu'un qui est un génie de la finance, qui doit avoir un avis très aiguisé sur les actifs qu'il propose à ses clients, et je pense qu'il a réellement considéré le potentiel de Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'il aime tout autant, ça ne veut pas dire qu'il aime les valeurs que sont portées par Bitcoin. Rappelons encore une fois que Bitcoin est bien différent et selon moi est fait bien plus de matière que beaucoup d'autres crypto-monnaies, mais les valeurs que porte Bitcoin n'ont rien à voir avec le prix de l'actif. Il pourrait être divisé par deux maintenant pendant que nous sommes sur ce plateau. Bitcoin n'en serait pas moins tout aussi génial à la fin de l'émission. Et je pense que c'est également ça qu'il est capable de dire. Il parle en tant qu'actif numérique et actif financier. Ils proposent un produit dessus parce qu'ils ont une conviction. Ce produit peut et a le potentiel de prendre de la valeur. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je le rappelle. Et donc, je pense qu'il est vraiment très sincère en parlant de Bitcoin et de la valeur intrinsèque que cet actif représente. Vous l'avez dit très très bien, vous savez, comme dans la publicité, très très vite. Ceci n'est pas un produit. Oui. Allez-y, Je me suis entraîné maintenant. Faites très très bien, allez-y. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. Wow. Impressionnant. Les pros des cryptos, chaque semaine, on refait l'actu de la semaine avec les plus grands talents français des cryptos. Il faut aussi qu'on fasse le bilan de l'année, puisque c'est la dernière de la saison avant l'été. Quel a été pour vous l'événement coup de cœur qui a le plus marqué ces 12 derniers mois? Claire. On revient sur Larry. Oui, c'est assez facile. Ouais. L'événement le plus marquant, c'est bien sûr l'arrivée des ETF Bitcoin en début d'année, parce que ça a aussi donné une grande crédibilité à l'industrie. Owen, pareil. Je pense, c'est surtout que du coup, tout le monde y porte un intérêt, et quand on y porte un intérêt, on se fait son propre avis. Et là, on gagne des fervents défenseurs de Bitcoin. Que ce soit pour une bonne ou pour une mauvaise raison, c'est là que l'intérêt se crée et c'est là qu'il se confirme. À l'inverse, quel est votre plus grand coup de gueule de l'année? Claire. Moi, je dirais la condamnation d'Alexei Pertsev, le développeur, à 5 ans de prison, parce qu'il avait créé un outil qui aidait à la protection de la vie privée. Je trouve que c'est un très mauvais signal. Quant à la protection de la vie privée en Europe et au niveau de surveillance qu'on atteint dans nos sociétés. Si je devais donner un autre point, je dirais le côté éphémère qu'a eu le marché en début d'année. Certes, parce qu'il y a eu les ETF, il y a eu beaucoup de cash qui sont rentrés sur les cryptos. Le marché a pris beaucoup de valeur, mais il n'y avait pas cette folie, il n'y avait pas cet intérêt massif qu'il y a pendant le bull run qu'on a connu ici justement dans le précédent bull run, mais qu'on a également, que j'ai pu observer en 2017. Et donc c'est arrivé très vite, c'est reparti très vite, et ça nous prouve qu'avec l'arrivée de l'argent institutionnel et de Wall Street également, on peut le dire, mais de plein d'autres investisseurs, ça peut repartir aussi vite que ça arrive. Contrairement à des phases de bull run où, comme c'est soutenu par énormément d'utilisateurs et d'investisseurs, d'un point de vue quantitatif, c'est des mouvements qui mettent moins de temps à s'épuiser. Là, quelques gros acteurs peuvent dire « c'est terminé ». Fin de la musique, tout le monde descend. Alors qu'on est en plein bull run et alors qu'énormément de retail serait en train d'arriver sur ce marché. Il est possible qu'on vive des situations qui sont particulières et qui résonnent différemment de ce que l'on a connu dans le passé dans ce bull run, si jamais il arrive, comme Vincent semble persuadé. Vincent Gann, qu'on retrouvait effectivement en tout début de Pro des Cryptos. Et pour l'année à venir, votre plus grand espoir, c'est quoi? Le bull run. Le bull run. Allez. Oui, mais s'il n'y a plus que ça, c'est qu'il n'y a plus rien. Non, mais les ETF, ça y est, la partie est jouée maintenant sur les ETF. Donc est-ce qu'il y a encore d'autres grands espoirs qui pourraient bien nourrir le marché? J'ai beaucoup d'attentes techniques, que ce soit sur la compte abstraction qui va permettre, pour faire simple, d'accéder aux crypto-monnaies en enlevant certaines complexités techniques, la cross-compatibilité, qu'on arrête enfin de parler des problèmes de scalabilité et que on puisse partir et utiliser différentes blockchains en fonction de ses besoins. Il y a plein de petits enjeux techniques qui, pour moi, deviennent maintenant nécessaires à l'étape d'après, qui est l'étape évidente où on utilise les crypto-monnaies sans même se rendre compte. Ouais, moi, j'espère que pour la première fois, on aura un bull run avec des protocoles qui sont scalables
et on aura un bull run sans avoir des frais de transaction qui atteindront les 20 ou les 50 euros. Ça serait quand même extraordinaire. Bon, on va vivre ça dans les pros des cryptos. Nouvelle saison à venir à partir de la toute fin du mois d'août. Le Bitcoin reçoit beaucoup de lettres d'amour en ce moment. On l'a vu, celle de Larry Fink, celle de Donald Trump. Mais en fait, chaque pays aime les cryptos à sa façon. Comment l'Europe aime-t-elle les cryptos? En les réglementant. Les États-Unis, eux, disent je t'aime aux cryptos en campagne électorale. Quant à la Corée du Sud, elle pratique la douceur fiscale. La Corée du Sud, prévue initialement en 2021, bien l'imposition des cryptos est finalement décalée à 2028. C'est une preuve d'amour vis-à-vis des cryptos ou c'est de l'indifférence? C'est tout simplement pour permettre à l'innovation de se créer et pour attirer de la valeur. Là où certains pays ont voulu aller très vite, le cadrer c'est une chose, mais c'est au risque de briser une certaine innovation et de donner l'opportunité à d'autres pays de capter certains génies, certains entrepreneurs, certaines idées et également certains potentiels. Donc là, pour le coup, en temporisant sur l'imposition, ça va permettre à plus de personnes de construire là-bas. Et étant donné que tout va se jouer dans les crypto-monnaies dans les années à venir, ça fait déjà quelques années que ça a commencé, en tout cas c'est vos convictions également en maintenant ce plateau et ces discussions, mais certains pays sont encore en train d'essayer de capter une partie des parts du marché des crypto-monnaies, mais de la blockchain et de la technologie plus largement, je pense. Oui. À suivre aussi. Alors le monde sera peut-être fait d'amour plus tard, on l'espère, surtout peut-être de justice. On voit qu'il y en a de plus en plus de la justice dans cet écosystème crypto. Et ceux qui ont subi des scandales, les clients victimes de scandales, sont peu à peu, pas toujours, mais peu à peu quand même dédommagés. Les victimes de FTX notamment, qui pourraient retrouver un peu le sourire. Après des mois de négociations, la CFTC a trouvé un accord avec FTX pour dédommager les clients lésés. Claire. Oui, il y a effectivement une somme qui doit tourner autour de 12 milliards qui va être allouée à ces remboursements. Je pense que ce qui frustre encore les victimes, c'est qu'ils vont être remboursés a priori en monnaie fiat, donc en dollars ou en euros, et pas en crypto. Or, depuis l'affaire FTX, il y a eu forcément une hausse du prix des cryptos, donc c'est vrai que c'est toujours frustrant pour eux de se dire qu'ils vont avoir perdu, entre guillemets, cette hausse dont ils auraient pu profiter. Mais ça reste une bonne nouvelle, parce que c'est une indemnisation qu'ils attendaient depuis longtemps. Et pareil pour les victimes d'MTGOX? Oui, alors ça c'est un dossier effectivement qui date encore plus avec Mt. Gox qui va là aussi procéder à un certain nombre de remboursements. Ouais, avec peut-être un impact sur le prix du Bitcoin quand même, parce que les remboursements doivent sur Mt. Gox atteindre 3 milliards de dollars en Bitcoin. Effectivement, pour le coup les remboursements sur Mt. Gox vont se faire en crypto, donc en Bitcoin. Et comme c'est une affaire qui date d'il y a une dizaine d'années, vous imaginez les montants en Bitcoin que ça représente aujourd'hui. Wow. Je pense même qu'il y a des gens qui doivent être contents d'avoir ça leur a permis de ne pas vendre. On vous a interdit de vendre vos bitcoins pendant 10 ans et il n'a jamais été aussi haut. Donc, oui. Ils ont souffert pendant 10 ans, mais voilà, ils vont peut-être pouvoir en profiter. Comme quoi, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. Effectivement. Ce sont les pros des cryptos. C'est chaque vendredi, à partir de la toute fin du mois d'août. On marque une pause pendant l'été. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés cette nouvelle saison. On sera ravis de vous retrouver dans quelques semaines. Claire Balva, VP Stratégie de Débloc, et Owen Simonin à la tête de votre chaîne YouTube Asher. On est à combien d'abonnés? Presque 675 000. Oh, on y va, ça y est, ça reprend. On verra où on en sera à la rentrée, on vous posera à nouveau la question. Vous êtes aussi à la tête de Maria Owen. Merci beaucoup à tous les deux. À retrouver les pros des cryptos sur notre chaîne YouTube également tout au long de l'été, BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.